à Zanzibar, voulais-je dire, pour négocier avec les Rwandais, mais c'était juste une rencontre ministérielle. Le ministre des Affaires étrangères de l'EAC a dit la ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Madame Thérèse Kaikouaba, alors dans un briefing organisé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, justement, cette situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ça continue à faire un débat. Aujourd'hui, est-ce que doit-on continuer avec cette approche, cette solution diplomatique souhaitée par la République démocratique du Congo, alors que le Rwanda, les concernés, ne donne pas cette envie-là de négocier avec la RDC d'une manière diplomatique pour trouver une solution? Doit-on continuer avec ça, ou bien il faut, c'est l'ère de prendre une solution militaire justement pour aussi démontrer de quoi la République démocratique du Congo est capable face au Rwanda? Des questions qui méritent d'être posées, des analyses, on en parle dans cette émission. On va aussi revenir tout au long de cette émission sur les prétendus détournements au niveau du Sénat au moment où l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement est attendue. Parler de détournements comme ça peut signifier un débit biaisé, voulais-je dire, dans cette chambre qualifiée des sages de la République démocratique du Congo. Même situation aussi, des mêmes questions au niveau du gouvernorat de Kinshasa. Vous savez, Jean Ngobila n'est plus gouverneur de Kinshasa, c'est lui qui a remplacé Daniel Abumba dès son entrée. Il a nommé des commissaires généraux à la contre de la loi, rappelés in extremis par les patrons de la territoriale congolaise, le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, pour demander à Daniel Bumba de retirer ses arrêtés et nommant les commissaires généraux au moment où ce gouvernement provincial, très attendu aussi, jusque-là, n'est pas encore investi pour permettre à Daniel Bumba de commencer le travail. Beaucoup de choses à faire ici au niveau de Kinshasa pour relever les défis. Est-ce que ces départs, cette manière de faire les choses, avant même que celui-ci commence à poser des actes bénéfiques au profit de la population congolaise, peut signifier aussi un mauvais départ pour celui qui a remplacé Jean-Tini Ngobila Mbaka? On en parle dans cette émission avec Maître Platini Mbadou. Il est le président de la fondation Platini Mbadou, cette fondation qui soutient les actions du président Félix Tshisekedi, mais aussi cette fondation qui pose des actes de bienfaisance à l'égard de la population de Monga Afula. Messieurs et dames, Interface, bienvenue dans cette émission. Maître Platini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité et merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Et je profite aussi de votre micro pour saluer les habitants de Mongafula qui me suivent sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de parler d'abord comme un natif de Mongafula, comme un des personnes qui militent pour le développement de notre commune de Mongafula. Je vous signale que la Fondation Platini Bandou est en train de mettre en place plusieurs stations de lavage de voitures. Nous avons déjà mis 2 stations de lavage de voitures en place et nous avons déjà recruté plus de 10 personnes qui sont déjà en train de travailler au sein de ces stations de lavage de voitures. C'est ça en fait notre idéal, c'est trouver de l'emploi, même de petits emplois pour ce jeune de Mongafula, mais aussi travailler pour améliorer non seulement l'environnement de Mongafula, mais aussi l'ensemble de Mongafula, parce que ça nous tient exactement à cœur par rapport à notre vision que nous avons sur la commune de Mongafula. Alors cette vision un peu colossale sur la commune de Mongafula, je vais vous donner la parole justement pour continuer à nous parler de cette vision avec Sarah Mbouyi. Bonsoir. Bonsoir Daniel Rololay. Bonsoir Maître Platini. Bonsoir également à ceux qui nous suivent, qui ne cessent de renouveler leur confiance en nous suivant. Alors Maître Platini, avant qu'on puisse aborder nos thématiques d'aujourd'hui, j'ai une question concernant la fondation. Certainement, vous faites des efforts pour le bien-être de cette population, la population de Mongafula, mais n'avez-vous pas dans votre tête cette idée-là aussi, avec toutes les tâches que vous avez, certainement,
vous-même, si vous continuez à les faire vous-même avec vos moyens, certainement, ça peut arriver à un stade où vous ne pouvez pas continuer à aider cette population. Il faut certainement aussi en parler avec les autorités, pourquoi pas les bourgmestres de cette commune, pourquoi pas l'autorité, la nouvelle autorité de la ville de Kinshasa, ou bien d'autres ministres qui sont natifs de cette commune. Question que vous puissiez travailler en synergie ensemble, en solidarité, pour que vous puissiez augmenter quand même la dimension des actions à poser à l'égard de la population de cette commune de Mongafula. Effectivement, c'est ça même l'idéal. Ensemble, nous pouvons faire mieux et puis nous pouvons aller loin. Et nous savons que les bourgmestres de chaque commune, ce sont les bourgmestres sortants. Parce que d'ici là, il y aura élection des bourgmestres, même si c'est reporté, mais ce n'est pas annulé. Il y aura élection des bourgmestres. Donc nous attendons les bourgmestres qui va entrer et nous irons vers lui pour voir comment travailler en synergie. Par exemple, sur des questions comme la salubrité, Kinbopeto, je ne sais pas si ça va continuer, Kinbopeto, comment mettre de la propreté dans notre commune. Nous allons travailler ensemble avec le bourgmestre sur cette question. Et c'est vrai, il y a aussi d'autres députés provinciaux qui ont été élus, proclamés par Kadima. Nous estimons que non, avec eux, nous pouvons également travailler en collaboration pour voir comment mettre en place des idées pour faire avancer notre commune. C'est ça ce qui est important parce que c'est d'abord la commune avant tout. Oublions nos clivages politiques, oublions nos appartenances politiques, travaillons pour la commune de Mongafula. Et maintenant, nous sommes pendant la saison sèche. C'est le moment qu'il faut faire des plaidoyers pour lutter contre les érosions. Il ne faut pas attendre pendant la saison de pluie et commencer lorsqu'il y a des catastrophes, et à ce moment-là que nous allons commencer à parler, non, il fallait arrêter ici, il fallait mettre des sacs ici, il fallait mettre des sacs là-bas. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. Donc c'est pour ça, moi, personnellement, avec ma fondation, je suis déjà en train de travailler par rapport à cela. Mais s'il y a quand même des gens de bonne volonté qui veulent quand même soutenir pour que nous puissions aller de l'avant, nous sommes disposés à cela. Mais je ne veux pas, ce que je refuse, c'est qu'on nous traite, on nous donne des connotations. Parce que dans notre pays, aujourd'hui, quand quelqu'un a une structure et il cherche des financements, et puis on va lui dire, oh non, il fait ça parce que non. Moi, je commence avec mes moyens. Et là où je vais m'arrêter, si quelqu'un veut me prêter main forte, je serai toujours ravi. Et ensemble, il va trouver que non, il y a une administration forte, organisée. Il y a un secrétaire général administratif, secrétaire général qui gère le personnel. Donc, il y a vraiment une structure, il y a le financier, tout est organisé. Et il va même s'émerveiller de constater qu'il y a une forte organisation tout autour de cette fondation. Et vous préférez, là je pars de par votre manière de parler, vous préférez qu'on vous prête main forte juste là où vous allez vous arrêter, ou ça peut être le moment? Bon, prêter main forte va plus dans le sens de venir pour travailler ensemble. Et on peut venir pour travailler ensemble dans un projet. Quelqu'un peut avoir un projet pour mettre en place, par exemple, aujourd'hui, nous avons des hectares, de terre non exploitées. Quelqu'un peut venir, non, avec vos hectares, moi, je peux apporter les engrais pour exploiter afin que nous puissions prendre quelques mamans, puissent travailler dans le champ et puis vendre après, voir comment gérer le fruit et les produits pour organiser. D'un côté, la fondation puisse augmenter, de l'autre côté, que les mamans se retrouvent même avec quelque chose à manger à la maison avec les autres. C'est aussi une idée. On peut créer des sociétés de fabrication de briques. On peut toujours, même si quelqu'un a des moyens, peut venir nous dire, non, moi j'ai des machines qui fabriquent des briques, on peut se mettre ensemble, comme ça, on va aider le jeune de ce coin ici. Je suis là. Donc, prêter main forte, ce n'est pas là où j'ai commencé, je me suis arrêté, mais vous pouvez venir avec un projet, vous pouvez venir avec une idée et nous pouvons travailler en synergie. Peut-être que je complète l'idée ou on modifie l'idée ensemble pour l'émergence de notre commune. Est-ce qu'il y a déjà du positif dans cette fondation? Effectivement, nous avons réalisé plusieurs actions, plusieurs activités. À l'époque, c'était couvert même par votre chaîne par rapport aux érosions. Et présentement, là, nous sommes en train de former les agistères au sein de la fondation. Et nous sommes maintenant, présentement aussi, en train de... nous avons créé 2 stations de lavage de voitures où nous avons envoyé quelques jeunes qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, ils sont payés chaque fin du mois. Ils sont quand même à mesure de nourrir les enfants à la maison et de nourrir les membres de leur famille. Ok,
si pour finir, si j'aimerais, si j'ai bien compris, l'idée de cette fondation était juste pour venir en aide des jeunes désœuvrés. Effectivement, parce que moi-même, en tant que natif, j'ai des concessions là-bas. L'idée est venue d'une difficulté que moi-même j'étais comme victime dans cette difficulté. C'était quoi? C'était les érosions. Et lorsque nous avons travaillé, nous avons estimé que non, pourquoi ne pas étendre cette idée? Nous avons étendu l'idée pour l'ensemble des Mongafoula, nous avons pris les documents juridiques appropriés, mais il a été question maintenant de postuler aussi aux élections à la députation provinciale. Nous avons postulé à la députation provinciale et nous n'avons pas été proclamés par la CENI, mais ça ne nous a pas empêché de continuer avec la fondation, parce que la fondation n'avait pas d'origine politique, c'est plus d'origine sociale, culturelle, voilà. Donc, même s'il n'y a pas plus d'élection, mais du moins la fondation continue en train d'aider la population pour le bien-être de cette même population. Alors, Maître Platini, on va commencer avec la situation sécuritaire à l'est de la République, dans l'est plutôt de la République démocratique du Congo. Je vais vous relancer à travers les dires de la nouvelle patronne de la coopération congolaise, qui disait devant la presse la fois passée: les processus de Luanda est le seul cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui a affecté la partie est du pays. Parole de cette ministre. Comment pouvez-vous analyser cette approche diplomatique persistante de la République démocratique du Congo au regard des actes que le Rwanda continue à poser dans l'est de la République démocratique du Congo? Les gouvernements congolais, certainement, qui devraient, dans la mesure du possible, faire recours à une autre approche, question de trouver une solution à l'extrémisme, continue avec la diplomatie, alors que le Rwanda ne donne pas cette impression d'avoir la volonté là de travailler ensemble, la synergie avec l'RDC pour trouver une solution diplomatique. Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, je ne veux pas ici porter le choisible du traître, mais du moins je vais essayer un peu de réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons porter des solutions dans ce problème qui ronge notre pays, surtout le problème de l'Est du pays. Vous savez, le problème de l'Est du pays, c'est un problème qui est protéiforme. Protéiforme, pourquoi? Parce que ce problème, tout le monde connaît au moins la réponse. Tout le monde connaît les tenants et les aboutissants. Parce qu'on en parle presque chaque jour. Ça a été démontré à suffisance de preuves que lorsque nous parlons du Rwanda, en réalité, ce n'est pas le Rwanda. C'est plusieurs pays qui sont derrière le Rwanda. Pas seulement le pays d'Afrique, mais l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que les États-Unis d'Amérique, qui est une puissance nucléaire à ce jour. Il faut savoir que lorsque vous êtes en face de ce genre de défis, il faut privilégier tout le voie. C'est-à-dire le voie diplomatique d'un côté, le voie militaire de l'autre côté, et ainsi de suite. On ne peut pas fermer la porte à une voie, mais plutôt on peut toujours rester ouvert à toute négociation possible de manière à permettre à ce que nous puissions sortir de cette situation. Mais lorsque nous analysons la question de la politique de notre pays, souvent les gens analysent la question de l'Est du pays selon qu'il est de la majorité ou de l'autre de l'opposition. C'est ce qui est déplorable, parce que l'analyse objective reste la même. Que, comment expliquer un groupe militaire, M23, Fleuve Congo, tous, eux seulement, les deux structures, ne peuvent pas faire face à l'armée régulière pendant si beaucoup d'années, je peux dire. Parce que sur le plan de l'équipement, sur le plan des ravitaillements, sur le plan des armes, sur le plan militaire, ils sont financés de quelque part. Là, c'est une vérité qui est à la fois à la portée de l'opposition et de la majorité. Donc, en d'autres termes, nous connaissons bien nos agresseurs, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est un bouc émissaire. Le Rwanda, derrière lui, il y a toute la communauté internationale, y compris les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe à l'Ukraine et ce qui se passe avec la Russie. Nous avons vu que l'Ukraine a été soutenue suffisamment par la communauté internationale, par des armes, même par des militaires au sol. Aujourd'hui aussi, dans notre pays, nous avons, ce n'est pas l'impression, c'est ce qui se passe, le Rwanda, le M23
et le FDLR, ils sont également soutenus par des personnes au sol, par des armes et par des munitions de haute qualité. Donc nous sommes comme la Russie, mais sans équipement. C'est ce que personne refuse de croire. Donc devant le Rwanda, par rapport à cette guerre, nous sommes comme la Russie, mais sans équipement. Et le Rwanda a le soutien de tout. Alors, dans cette situation-là, il faut commencer à réfléchir à 2 fois avant de poser un acte. Parce qu'il est quand même difficile de concevoir cette résistance d'un groupe rebelle, d'un groupe de terroristes. Comment est-ce qu'ils peuvent faire face à l'armée régulière? Mais comment pallier à cette situation maintenant? Parce que c'est ça l'objectif de notre intervention sur votre plateau. C'est l'unité qui fera de sorte que nous puissions gagner cette guerre. Cette unité, c'est l'unité qui avait fait que le Vietnam puisse gagner la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Parce qu'eux tous parlaient du même nom, c'est-à-dire étaient de cœur pour apporter la solution par rapport à la situation qui s'est passée dans leur pays. Nous également, de notre côté, c'est seulement l'unité qui fera de sorte que nous puissions progresser, nous puissions avancer. Le chef de l'État est la personne qui est la plus dérangée par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, même pour vous, les gens qui sont à la maison, qui nous suivent, même moi comme je suis là, être père de famille à la maison et voir que tes enfants sont en train d'être maltraités devant toi, le père de famille. Donc il est la personne qui souffre de plus que les autres Congolais, qui se croient avoir plus de souffrance par rapport à lui. Mais du moins, l'arme la plus efficace, c'est l'unité du pays. C'est l'amour de la patrie. C'est-à-dire que accompagner les gens qui sont au front par votre soutien que vous pouvez avoir. Nous avons vu le chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, avait demandé du soutien à la population à l'époque. Et la population avait soutenu le chef de l'État et ils ont fait face à l'armée rwandaise aussi. Et cette fois-ci, c'est aussi la même chose que le chef d'État avait sollicité, que le soutien de la population. L'unité de la population, ça sera une réponse qu'on va donner à la communauté internationale et aussi aux États-Unis d'Amérique, que nous sommes un pays uni et nous n'en voulons pas de leur guerre qu'ils nous sont en train de nous imposer inutilement. Voilà comment moi je réfléchis sur cette question-là. C'est une question que tout le monde peut réfléchir à la maison et tout le monde a déjà la réponse, mais seulement la réponse est orientée selon que vous êtes de l'opposition ou de la majorité, alors que la réalité c'est que nous sommes la Russie mais sans équiper. Alors que le Rwanda, c'est comme l'Ukraine, mais hyper équipé, hyper soutenu, hyper aidé. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes en train de connaître ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Alors, devant cette question, il faut réfléchir à des fois, comme vous l'avez bel et bien signalé. Mais réfléchir à des fois, il faut le faire à combien de reprises? Parce qu'aujourd'hui, ça fait par exemple 6 ans depuis que le président Tshisekedi est devenu président de la République démocratique du Congo. Mais cette approche diplomatique persistante, ça donne l'impression comme si le gouvernement congolais a déjà pris une décision durable que le gouvernement ne peut pas changer. Donc il faut rester dans cette approche et que le gouvernement trouve une approche qui pourra apporter la solution. Parce qu'en suivant même les dires de la ministre des Affaires étrangères, quand elle dit les processus du Rwanda est certainement le seul cadre qui nous permettra de trouver la solution face à cette agression rwandaise. Vous savez, lorsque vous êtes le pays, vous êtes en difficulté sur le plan interne, il y a des interventions régionales qui peuvent faire que vous puissiez sortir de cette difficulté-là. À ce qui concerne notre pays, il y a eu l'intervention de l'EAC, de la SADC, il y a les accords de Luanda dont notre ministre des Affaires étrangères a fait allusion. C'était aussi une piste de solution africaine qu'ils ont trouvé pour apporter la solution. Mais lorsque vous êtes devant un pays dont le budget militaire est soutenu par les États-Unis d'Amérique, un pays dont le budget, dans son ensemble, le 70% de leur budget est soutenu par l'extérieur, il est à la merci de l'extérieur du pays. Et il faut savoir aussi une chose, que l'accord de Luanda, c'est l'unique accord où chaque partie allait se retrouver gagnante. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est l'accord signé par les Africains entre eux, avec les vécus, avec les réalités africaines. Mais de l'autre côté, il y a le Rwanda qui n'est pas d'accord avec cet accord. Pourquoi?
parce qu'il trouve que ses intérêts seront mis en mal. Alors, au regard des soutiens qu'il a, au regard de l'accompagnement qui est derrière lui, le chef de l'État, c'est vrai, sur le plan militaire, on n'a pas remis ça en cause, mais plutôt, il faut être à la disposition d'une solution pacifique à tout moment que cela va se présenter. Et aujourd'hui, ce n'est pas une diplomatie de plus, non, pas du tout. Mais c'est plutôt dans la recherche des solutions. S'il y a des bras tendus, il est plus souhaitable de le prendre et de voir comment apporter la solution. C'est ça notre meilleure approche. Mais des côtés militaires aussi, nous sommes en train de travailler. Parce que c'est vrai, il y a eu des rapports, vous avez suivi qu'il y a des militaires qui ont abandonné leur poste, et puis il y a des militaires qui sont devant les cours des tribunaux qui sont en train de répondre de leurs méfaits. Et ce sont des reproches que nous avons fait aux militaires. Et ce sont des militaires que le chef de l'État a trouvé. C'est vrai, il a trouvé ces militaires-là, mais du moins, il y a d'autres militaires qui sont en formation, que nous estimons que dans les jours à venir, ces militaires-là vont entrer sur le terrain et ils vont commencer à faire face à des attaques. Et aussi, il faut savoir que sur le plan des équipements militaires, les équipements militaires sont fabriqués plus par les pays de l'Union européenne. Plus par les pays de l'Union européenne. Et par rapport à ces équipements, nous avons la facilité d'acheter, mais difficilement. Pendant ce temps, le Rwanda, on met à sa disposition les armes et d'autres matériels militaires, je peux dire gratuitement. Mais pour quelle finalité? C'est pour l'exploitation du sol et du sous-sol de notre pays. C'est ça le nœud du problème. C'est ça là où se trouve la base même de notre difficulté. C'est le sol et le sous-sol de notre pays. Et malheureusement, ce n'est même pas le Rwanda qui en bénéficie en totalité. C'est les autres pays qui en bénéficient. Moi, j'étais étonné de voir que la France a des réserves en lingots d'or à un montant élevé, à des tonnes élevées, mais sauf erreur de ma part, je suis devant la télé, mais je sais que le sous-sol français n'a pas de l'or. Mais comment est-ce qu'il a trouvé tout cela? C'est justement parce qu'il est en train d'exploiter le pays africain, y compris la RDC, où il est en train de s'organiser, malheureusement avec un autre pays africain, pour mettre en mal notre pays. Alors, maître, vous avez parlé de l'unité, mais qu'est-ce qui vous rassure que seule l'unité suffit pour retrouver le calme? Et puis, de quelle manière cela doit se faire? Parce qu'apparemment, on a déjà eu à utiliser cette méthode. Vous savez, l'unité dont je fais allusion, c'est plus au rapport avec le traîtrisme qui règne dans notre pays. L'unité dont je fais allusion, c'est par rapport à la confiance que nous avons, non seulement aux institutions, mais aussi la confiance sur le patriotisme, c'est-à-dire garder notre pays un et indivisible. Alors, lorsqu'on parle du traîtrisme, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de donner du crédit. Au Rwanda, c'est aussi des Congolais. Tu peux quelqu'un comme Corneille Nangaa, qui était un ancien président de la CENI. Tu peux quelqu'un comme Magie, quelque chose comme ça, un ancien, je sais quoi, du PPRD. Du PPRD. Ce sont les gens qui sont en train de crédibiliser le combat de Kagame. Parce qu'ils se cachent derrière eux pour justifier un comportement. Je peux même aller au-delà, même nos textes de loi. Aujourd'hui, Kagame insiste sur la protection de la minorité. Entre les Banyamulenge et eux, les autres territoires qu'ils ont en train de citer. Mais il est en contradiction avec notre constitution d'un côté, de l'autre côté, il est aussi en conformité avec notre constitution. Parce que dans la constitution, on a prévu l'égalité de tout le monde devant la loi. C'est-à-dire même les provinces, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais à l'article, je crois, 51, si ma mémoire est bonne, on a prévu la protection des minorités. Mais lorsqu'on parle de la protection des minorités dans une constitution, qui sont minoritaires dans ce pays? Il n'y en a pas. Donc, d'un côté, le traîtrisme, de l'autre côté, il y a les lois de notre pays qui donnent des entrées à l'ennemi pour venir nous déranger. C'est ce qu'il faut d'abord fermer. Par exemple, en commençant par, d'un côté, revoir le côté traîtrisme, de l'autre côté aussi, revoir le côté texte de loi, afin de fermer la porte à
la possibilité d'entrer que Paul Kagame est en train d'utiliser pour protéger le Rwando-Congolais qui sont dans notre pays. Ce qui est étonnant parce que nous sommes un pays, nous avons 9 pays limitrophes. Et si chaque président devait se prononcer pour venir protéger son peuple dans un autre pays, vous imaginez ce que ça va donner dans ce pays? Dans chaque frontière, il y a toujours 2 peuples qui s'entremêlent. C'est-à-dire, il y a un jeune, par exemple, de l'Angola, ils peuvent traverser, épouser un Congolais du Congo central, et puis ils fondent une famille. Mais cela ne veut pas dire que plus tard, le président angolais va se dire que non, je viens protéger notre fils qui est né sous le sol congolais. Ça ne se justifie pas. Lorsque vous êtes né sous le sol congolais, avec le principe de Ius Soli, vous êtes droit de sol. Droit de sol, vous êtes déjà congolais. Lorsque vous êtes né avec le sang d'un Congolais, vous êtes déjà congolais. Si un papa ou maman a la nationalité congolaise, vous êtes déjà congolais. Est-ce qu'il faut un président étranger pour venir vous défendre dans votre propre sol? Ça ne se justifie pas. Ce sont certainement des arguments que Kagame cherche pour se protéger. Maintenant, c'est à nous de les contredire aussi, maître. Effectivement, nous sommes là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que ce sont là les portes d'entrée de Kagame qu'il faut fermer. Côté traîtrisme, il faut fermer. Côté texte de loi également, il faut fermer. Une fois que cela sera fait, nous allons considérer que non, nous allons changer beaucoup de choses et les choses vont aller de manière un peu plus coordonnée. Et vous savez comme moi que le chef de l'État milite par rapport à cela. Moi, je parle de l'action ou de la réalisation, des réalisations du chef de l'État. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est l'unique personne que j'ai trouvée qui a au moins des idées, mais malheureusement, il n'est pas bien accompagné, il n'est pas bien entouré. Parce qu'aujourd'hui, toutes les initiatives qu'il est en train de prendre, il ne peut pas venir lui-même seul remplacer le ministre des Affaires des Travaux publics, il ne peut pas venir seul remplacer le ministre de XYZ, mais du moins, lorsqu'il donne la responsabilité aux gens, les gens se comportent comme nous le savons. C'est ce qui est à déplorer parce que il n'est pas le seul président à connaître ce genre de choses. Le président Mobutu en avait connu avec la zaïrianisation. La zaïrianisation était bien pour le développement de notre pays parce qu'au départ, l'économie de notre pays était entre les mains des expatriés, des étrangers. Alors, pour renverser la situation, il a fait confiance aux Congolais. Il a donné la gestion des différentes entreprises des autres pour faire développer le pays. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait de cela? Vous quittez le chef de l'État, le président Mobutu, vous allez avec le président Laurent Désiré Kabila. C'est la même chose. Il prend des gens, il amène des gens, aidez-moi. Arrivé là-bas, ils avaient des agendas cachés, le Rwanda s'est changé contre lui et ainsi de suite. Le président Kabila, Joseph Kabila, en avait parlé. Il n'avait même pas 15 personnes tout autour de lui. Parce que s'il n'avait pas 15 personnes, on peut mettre qu'il avait 5 personnes. Mais comment gérer le pays avec 5 personnes seulement? C'était difficile. Et le chef de l'État aujourd'hui, c'est la même chose. Vous attendrez détournement à gauche, détournement à droite, problème à gauche, problème à droite. Justement parce que l'entourage de nos autorités pose problème. C'est pour ça, moi je dis, lorsqu'il faut échanger par rapport à la gestion du pays, je serai libre de changer sur toutes les questions liées à notre pays. Mais alors, comment justifiez-vous le fait que vous comparez la RDC à la Russie par le simple fait que nous avons tout, mais sans équipement? Est-ce une façon de dire que nous ne sommes pas suffisamment prêts? Non, la question n'est pas au niveau d'être prêt ou ne pas être prêt. La question, c'est plutôt au niveau de l'organisation qui est tout autour de l'Ukraine. Tu vois, l'Ukraine, c'est un pays, entre guillemets, qui est soutenu par l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique. L'Ukraine, on leur envoie les moyens financiers ainsi que les moyens militaires, matériels et personnels, même les moyens pour la formation. Pendant ce temps, la Russie est seule, entre guillemets, mais il a quand même des alliés. Je prends la Russie seule, je ne prends pas les alliés de la Russie, je prends la Russie seule, sans alliés. Donc c'est comme si la Russie est en train de se battre avec non seulement l'Ukraine, mais aussi la communauté internationale, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Maintenant, quand je prends l'exemple, j'amène ça chez nous. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, ainsi que par les États-Unis d'Amérique. Il est soutenu par les équipements, non seulement les équipements matériels, mais aussi les personnes pour former les gens, parce qu'on suit tout ce qui se passe. Par contre, la RDC,
Nous sommes d'abord, de nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment équipés. Là, c'est une vérité qu'on se voile pas le visage. Nous ne sommes pas suffisamment équipés. Et deuxièmement, nous n'avons pas beaucoup de personnel. Parce que notre armée, s'il faut faire un peu des analyses par rapport à ce qui se passe dans notre armée, vous savez que lorsque Mobutu partait déjà, ok, en 97, on n'avait presque plus l'armée que Mobutu avait à 65 ou à 70. On n'avait plus cela. Déjà à 97, on n'avait pas l'armée efficace. Et le président Laurent Désiré Kabila, il a mis en place le service public, il a mis en place la formation des militaires à Kitona, par-ci, par-là. Mais il n'avait pas fini l'idée. Il est parti. Ok? En 2001, lorsque nous sommes arrivés en 2001, le président Joseph Kabila est venu, il a proposé le 1+4, il a composé l'unité du pays, ainsi de suite. Beaucoup de gens, bon, je ne sais pas s'ils avaient suivi la formation, mais du moins je sais que le RCD, le MLC, tous ces gens-là avaient quelques milices dans deux coins, et ils ont pris les milices, ils les avaient directement amenés dans l'armée, parce qu'il fallait brassage, mixage déjà à l'époque là. Ces brassages, mixages, les gens se sont précipités de prendre des galons. Mais il n'y a pas eu de gens, des militaires formés ou des militaires, militaires Yamolongo. Il n'y en avait pas. Il y avait des capitaines, des généraux, des majors, même quelqu'un qui était sergent, directement général, major, ainsi de suite. Là. Ok? Là, c'est le mixage de 1+4 pendant cette période-là de 2006. Dès 2006 jusqu'en 2018, moi, je n'ai pas entendu que non, il y avait une formation des militaires. Par exemple, il y a plus de 5000 militaires étaient en formation ou 2000 militaires étaient en formation pour suppléer. Je n'avais pas entendu cela. C'est seulement pendant 18 ans, on n'a pas connu de formation. On avait une armée des généraux, des colonels, des capitaines, des majors, mais on n'avait pas l'armée des sergents, des caporals, des soldats qu'on pouvait utiliser pour battre contre l'ennemi. Et après cela, lorsque le chef de l'État est arrivé, c'est le chef de l'État qui a commencé à initier des réformes au niveau de l'armée, des formations au sein de l'armée. Parce que pendant 18 ans, nous ne l'avons pas connu. Armée de l'air, armée maritime, armée terrestre, parachutiste. On n'avait pas tout cela pendant 18 ans. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en face de l'ennemi, nous sommes en train de nous battre, mais on a plus de généraux que les militaires à Molongo, et ça devient un peu compliqué. Alors que lorsqu'il y a eu remise et reprise entre le chef de l'État, c'est-à-dire le président Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur document, on peut vous écrire, par exemple, nous avons 50 000 militaires. Mais sur place, vous arrivez, vous trouvez 500 militaires. Alors le document et les réalités sur le terrain n'étaient pas égales. Et voilà pourquoi il fallait que le chef de l'État puisse mettre en place des mécanismes pour changer cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir parce que notre armée est en train d'être formée petit à petit. Et malheureusement, il y a toujours des tournements à gauche, des tournements à droite. Mais du moins, nous estimons qu'avec le temps, avec le dynamisme du chef de l'État, nous allons quand même finir par former tout le monde et faire face à cela. Donc voilà pourquoi, s'il faut revenir à votre question, c'est que nous sommes la Russie, mais la Russie sans alliés, la Russie sans matériel, la Russie sans équipement, la Russie sans armée efficace, seule contre tous. Voilà. Vous parlez d'une formation de notre armée à pas de tortue, mais pourtant on a eu à nous rassurer que non, tout allait bien déjà au niveau de notre armée. Et c'est par rapport à quoi que tout allait bien? On a même parlé, maître, pour vous relancer, d'une armée qui était en train de monter en puissance. C'est ça les termes utilisés. Oui. L'armée est en train de monter en puissance, effectivement. Mais comment se fait-il que vous parlez encore d'une formation à pas de tortue? Mais la formation est continuelle. La formation est graduelle. Aujourd'hui, avec les armes sophistiquées qui se trouvent dans le monde, la formation est continuelle. Aujourd'hui, avec les mirages que nous avons, que nous sommes en train de voir dans d'autres pays hyper développés, ça demande de la formation. La formation est continuelle, la formation est graduelle. C'est-à-dire, avec le temps, nous allons finir par former les parachutistes. Avec le temps, nous allons finir par former les marins. Avec le temps, les forces navales, forces terrestres. C'est graduel. Nous sommes en train de monter en puissance. On n'a pas dit que nous sommes en puissance déjà. Donc, quand nous sommes en train de monter, c'est un processus qui a commencé quelque part. Et nous sommes en train d'évoluer et nous allons y arriver. À pas de tortue, ce n'est pas le terme que j'ai utilisé, mais quand même, je peux quand même emprunter cela.
Mais nous pouvons dire que si il n'y a pas de tortue, ils doivent accélérer maintenant parce que nous avons l'ennemi en face. On dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc c'est pour nous important de préparer notre paix par la formation militaire. Parce que pour gérer un pays, pour gérer le développement d'un pays, pour que le pays se développe de manière efficace, il y a la procédure est sous forme de triangle. Il y a d'un côté l'armée, la diplomatie et les renseignements. Si vous êtes efficace dans les trois éléments-là, vous allez conseiller que votre armée, votre diplomatie sera efficace et les gens vont vous respecter. Parce que ce qui fait d'un pays, ce n'est pas sa grandeur, ce n'est pas sa superficie, c'est plutôt la capacité organisationnelle. Lorsque vous êtes dans un pays qui a une capacité organisationnelle élevée, organisée, et vous pourrez même être face au pays à une dimension éléphantesque, mais du moins vous allez faire face à ce pays-là parce que vous êtes organisé. C'est ça ce qu'on demande à notre pays, et cela se passera seulement par l'unité, par éviter le traîtrisme, par arranger les textes de loi qui se trouvent dans notre pays, et ça fera que nous puissions nous développer. Alors, Maître Platini, avant de parler de cette thématique concernant la situation au Sénat, on va poser quelques questions pour boucler avec cette thématique liée à l'insécurité. À l'instant moment où la RDC est, nous sommes conscients que la RDC est un pays isolé et contre tout le monde. Tout même nos pays voisins aujourd'hui sont devenus nos ennemis parce qu'ils complotent contre nous. Mais quand il y a des réunions au niveau des organisations régionales et sous-régionales, la RDC ne manque jamais. La RDC part toujours pour prendre part à ces réunions aux côtés des mêmes personnes qui nous trahissent chaque jour qui passe. Même la Bible elle dit. La Bible parle du salut par la fuite. N'est-ce pas le moment pour la République démocratique du Congo de prendre aussi des décisions fortes, de se dire, parce que nous sommes entourés des ennemis, les réunions de l'EAC, les réunions de la SADC et d'autres organisations, ça ne nous concerne pas. On se retire un peu de cette organisation pour montrer ou bien démontrer notre mécontentement à ce niveau. Vous savez, il faut toujours faire la part des choses. Avec le pays, il n'y a pas d'ennemis, c'est plutôt les intérêts. Parce qu'il n'y a pas de pays ennemi. Mais plutôt, nos intérêts, lorsque ça se converge, on dit que non, on travaille ensemble. Lorsque ça se diverge, je vais d'un côté, tu restes de l'autre côté. Là, on se sépare. C'est ça, en fait, le principe avec la diplomatie sur le plan international ou avec des pays. Moi, je crois que nous sommes en train de vivre, on ne peut pas vivre dans l'autarcie. On ne peut pas vivre dans une situation où vous êtes seul dans votre coin. Non, 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 ce n'est pas ça. Un pays a besoin de vivre avec les autres. Même sur le plan économique, même sur le plan de développement, c'est important, c'est nécessaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont des grands ensembles qui s'imposent sur le plan mondial. C'est-à-dire, lorsque vous vous réunissez à 20, votre voix, ce ne sera pas la voix d'un pays, mais c'est la voix de 20 pays. Ça fait déjà une force. Et voilà pourquoi, dans des structures bien organisées, lorsqu'ils parlent, les autres écoutent. Lorsque l'Union européenne parle, les pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne écoutent. Mais malheureusement, lorsqu'on vient en Afrique, notre défaut c'est quoi? On parle de l'unité dans la bouche, mais chacun de nous a ses agendas cachés. C'est ce qui est déplorable. Dans l'Union européenne, pour adhérer, il y a des conditions. Pour adhérer, il y a des modalités, voire même que dans votre propre pays, il faut commencer par le modifier pour qu'on accepte votre adhésion dans l'Union européenne. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il suffit d'être président d'un pays africain et puis on te prend. Même si le président a fait 40 ans au pouvoir, vous entrez directement. Alors que l'Union européenne, il y a des valeurs démocratiques, bon, entre guillemets, hein, il y a des valeurs démocratiques qui défendent, il y a le droit de l'homme, tous ces éléments-là. Ça fait que lorsque vous adhérez, vous commencez un peu à vous comporter comme eux, même pas en totalité, mais en partie. Et ça fera alors l'efficacité, la force de l'équipe de l'ensemble. La RDC aujourd'hui ne peut pas dire que non, je ne vais plus participer dans des structures sur le plan international parce que ce sont des ennemis. Non. Imaginons un peu que non, si dans chaque pays là qui sont dans ces structures-là, il y a des Congolais dans ce pays-là. Il y a aussi des intérêts des Congolais à protéger. Même au Rwanda, il y a des Congolais là-bas. Au moment où on parle, il y a des Congolais au Rwanda. Au moment où on parle, il y a des Congolais dans des pays de la SADC. Au moment où on parle, il y a des Congolais dans les pays de l'EAC. Ils ont aussi besoin de la protection. Et hormis cela, il y a des échanges économiques. Donc, lorsque vous ne participez pas à la réunion, lorsqu'on prend une décision, et la décision va s'imposer à vous,
que vous soyez là ou pas, au moment où vous êtes déjà signataire, au moment où vous êtes un pays africain, la décision prise va s'imposer à vous. Peut-être on pourrait demander qu'on ne puisse pas adhérer à nouveau dans d'autres organisations qui n'est pas appropriées ou qui n'apportent rien à notre pays. Là, je serais d'accord avec vous. Mais du moins, là où nous sommes déjà, nous allons essayer de voir. Par exemple, dans l'EAC, je serais d'accord avec vous que nous devons quitter. Parce qu'à ce jour, je ne vois pas en quoi il contribue au développement de la RDC. Peut-être sur le dessus, il y a des organisations économiques. Parce qu'il y a des organisations politiques, il y a des organisations également économiques. Dans les organisations politiques, à des fois, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas des éléments à propos. Parce que déjà, le chef d'État de ce pays-là sont des dictateurs. Et ça n'apporte pas grand-chose. Mais dans les organisations économiques, on ne peut pas demander à la RDC de ne pas participer. Parce que chaque décision prise dans ces organisations-là a de l'impact sur le pays de l'organisation. Alors, vous avez parlé de l'unité ici comme une solution durable face à ces complots internationaux. Cette unité, comment la créer et à qui la responsabilité de la créer? Bon, la responsabilité de créer l'unité revient d'abord au chef de l'État. Parce qu'il est le représentant de l'unité nationale, il est le garant des institutions. Là, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça descend, maintenant comme la pyramide, ça descend jusqu'aux d'autres institutions. Ok? Mais il faut savoir aussi une chose, l'unité aussi peut être créée entre nous, comme nous sommes sur ce plateau ici. C'est-à-dire de prendre une décision de ne pas faire l'apologie du Rwanda, par exemple. Ça montre que tu as l'amour de ton pays, tu as l'amour de votre patrie, par exemple. À l'interne, il y a des reproches à l'interne que nous pouvons faire sur notre gouvernement, que nous pouvons faire sur notre pays. Mais lorsque vous êtes en face des gens des autres pays, par rapport à la question de l'agression, nous sommes victimes. Vous restez là. Vous ne parlez pas des problèmes internes de votre pays à l'extérieur pour se faire connaître. Non. Nous avons vu le président français Mitterrand qui avait interdit, je crois, à Jospin de ne pas parler de la politique française à l'étranger. Et c'est ce que nous ne savons pas faire. Donc, vous voulez dire aujourd'hui, même dans nos médias, dans nos émissions, on ne peut pas commencer à dire certaines vérités. Quand il s'agit d'une vérité, on dit qu'on qualifie ça comme d'un acte faisant l'apologie du Rwanda. Là, j'ai fait allusion par exemple à ces musiciens, à Koffi Olomide, cette histoire au niveau de la RTNC, quand il dit qu'il n'y a pas guerre dans l'est de la RDC, le Rwanda nous tape. C'est une vérité certainement. Est-ce que c'est là aussi, on peut se dire que c'est une mauvaise manière de faire les choses, même quand quelqu'un parle d'une vérité? Vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous avons tous trouvé ça en naissant. Mais du moins, par rapport à cette question-là, moi je crois que dire que le Rwanda est en train de nous taper, c'est dire des choses à moitié. Il faut plutôt dire le Rwanda, avec le soutien de la communauté internationale et des États-Unis, est en train de mettre en mal l'Est du pays. Là, je suis d'accord avec ça. Mais lorsque vous dites que non, il est en train de nous taper, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire l'apologie de l'autre pays. Mais si vous dites les choses telles que c'est passé, pour ça au début de cette émission, je vous ai dit que les gens qui sont en train de tirer, ils connaissent ce qui se passe. Ils ont une idée de ce qui se passe à l'est du pays, mais ils refusent seulement d'admettre parce qu'il est de la majorité, ou il est du pouvoir, ou encore il a des frustrations par rapport à XY réclamations qu'il n'avait pas reçues, et ils commencent à dire des choses à la télé. C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec la décision de sanctionner les gens par rapport à cette question-là, mais on ne peut pas commencer à barricader les opinions des citoyens. Sinon, ça serait très compliqué. Et je crois que le président de la CESAC, c'est quand même quelqu'un que je suivais beaucoup avant qu'il soit nommé là où il est aujourd'hui. Et je crois que pendant qu'il était encore journaliste à l'époque, il parlait bien, je l'écoutais, il s'exprimait, il parlait avec ses idées. Et je crois qu'il va revenir sur ces idées-là qu'il développait à l'époque. Moi, je l'aimais beaucoup par rapport à ça. Alors, dernière question. Vous pensez qu'aujourd'hui, face à cette situation de l'insécurité dans l'Est de la RDC, face à ces complots internationaux, la RDC doit changer sa politique internationale? Je crois que la RDC, changer la politique internationale, je crois que c'est aussi une idée, mais plus encore, c'est plutôt de savoir si nous allons nous allier avec qui maintenant. Parce que même les alliances se forment par rapport aux intérêts de chaque État.
C'est-à-dire, lorsque notre intérêt n'est plus à gauche, on peut toujours aller à droite. Lorsque notre intérêt n'est plus au milieu, on peut aller toujours au coin. Donc, c'est ça, en fait. Nous pouvons changer notre tactique. Nous devons changer notre position parce que nous estimons que nos intérêts ont changé de direction. Et je crois que nous ne pouvons pas rester dans notre situation antérieure alors que nous avons vu à suffisance de preuves que cette situation-là ne nous aide pas à progresser. Et aujourd'hui, c'est que moi je demande, c'est vrai, il y a des reproches par-ci par-là, que nous puissions équiper nos militaires, que nous puissions acheter ce qu'il faut. C'est un pays qui est en train de se battre avec des terroristes. Donc par rapport à cela, si nous avons nous avons même 5 chasseurs, nous avons même des drones, même une centaine, nous avons tout cela. Et c'est un peu de dissoudre même le Sénat pour prendre tout cet argent-là, mettez ça vraiment dans le budget militaire. Ça serait une bonne chose. Pas seulement le budget, mais aussi la rémunération des militaires, maître. Ça pose un problème aujourd'hui, la motivation sur le terrain. Par exemple, là je suis d'accord avec vous. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut dépenser des sommes d'argent pour des institutions qui apparemment nous compliquent à tout moment pour poser un acte légal pour lesquels ils ont été élus pour ça, mais ils exigent encore d'autres moyens, d'autres argent de plus, alors que nous sommes dans une situation où l'Est du pays est en difficulté. Pourquoi ne pas dissoudre ces institutions-là, prendre ce budget-là, mettre ça à la disposition de l'armée pour que nous puissions récupérer notre pays, et à la fin, nous allons voir dans la mesure du possible comment revenir encore sur les anciennes structures gouvernementales. Mais du moins, nous ne pouvons pas demeurer dans cette situation avec un budget de 1 milliard. C'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Il faut que nous essayions un peu d'augmenter notre budget militaire pour équiper les militaires afin qu'ils puissent mieux faire le travail. C'est très important. Mais Maître Platini, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, chaque gouvernement, il y a un nouveau ministre de la Défense, alors que sous d'autres sièges, c'est un ministère quand même qu'on ne change pas les gens en tout moment. Le fait pour les présidents d'échanger des ministres de la Défense en tout moment, au finish, à ne pas avoir des résultats, ça démontre que les choix du président au niveau de ces ministères a toujours été mauvais. Pas du tout, parce que les hommes passent, les institutions restent. Ce n'est pas que quand vous étiez nommé ministre de la Défense, en partant, vous partez avec tout. C'est plutôt vous laissez tout. Et l'autre qui vient après, il va succéder. Il va commencer là où vous êtes arrêté pour aller jusqu'à ce qu'on va trouver des solutions. Le pays est vaste. Nous avons plusieurs potentialités. Nous avons plusieurs personnes politiques qui ont de la maîtrise sur la question. Il faut que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, père de la nation, il a devant lui des personnes qu'il peut utiliser comme des pions au moment opportun pour apporter la solution dans notre pays. Avant, c'était le président Jean-Pierre Bemba qui était là. Le président a estimé qu'il peut aller dans le transport pour qu'il mette une autre personne là-bas. Je trouve que non, c'est un choix, un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Nous pouvons que suivre. Le plus important pour nous, ce n'est pas la personne qu'on a mis là-bas, mais c'est plutôt les résultats que la personne va apporter par rapport à poste qu'on lui a accordé. Donc moi, je crois que attendons, analysons plus les résultats, réfléchissons tout autour des décisions prises, des orientations, et cela va nous permettre au moins de voir s'il a bien travaillé ou il a mal travaillé. Donc jusqu'à preuve du contraire, présentement, je crois qu'il n'a pas encore pris une décision forte sur la question, mais du moins nous observons par rapport à cette situation. Nous allons voir comment est-ce que ça va se passer, parce que vous êtes sans ignorer que l'achat des armes a été fait sous la direction du président de MLC. Alors nous attendons, je ne sais pas, c'est une question de la souveraineté nationale, c'est une question à ne pas débattre à la télé, mais du moins nous osons croire que nos militaires sont maintenant équipés, ils ont maintenant des matériels et ils vont faire le contre-attaque pour récupérer nos territoires qui ont été récupérés par les M23 sous le soutien de M23 et de la communauté internationale ainsi que les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi utiliser ces personnes juste au moment opportun? Vous pensez que ce moment actuel n'est pas idéal pour les utiliser? Bien sûr que oui, c'est plutôt le moment actuel qui est le moment idéal. Il a estimé que non, par rapport aux éléments qui se présentent devant lui, il a demandé au président Jean-Pierre Bemba de quitter la défense pour aller au transport. Il a pris notre personne, il l'a mis à la place, et maintenant il regarde. À un moment donné, s'il estime que non, il faut changer la personne, il peut prendre peut-être moi, il me met à la place.
Il faut voir. Donc, c'est ça, en fait, le principe du changement de pion. Il sait comment travailler, comment tactiquer. Et puis, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères aussi a été changé. Donc, on sait comment évoluer avec cette situation-là. Alors, Maître Platino, on va parler de la situation au Sénat. Cette chambre est qualifiée des sages. Aujourd'hui, là où se trouvent les sages, on parle de détournement des deniers publics avant même que l'élection du bureau provisoire puisse avoir lieu. Quelle connotation pouvez-vous donner, ou bien quelle analyse pouvez-vous faire en ce qui concerne cette situation de ces prétendus détournements au niveau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo? Vous savez, des fois, c'est pitié pour mon pays. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque personne qui a un poste, la première des choses qui vient dans sa tête, c'est le détournement. Tu sais, ces choses-là arrivent souvent, justement parce qu'à un moment donné, les gens qui avaient détourné avant, ils sont là en train de sillonner la ville, ils sont là en train de dire que je suis malade, on l'envoie en Europe, et puis c'est ça aussi le problème en fait. Les gens trouvent que non, bon, lui il avait détourné, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, ok, moi aussi je peux le faire. Moi je crois que là-dessus, le président, le ministre d'État, le ministre de la Justice, doit vraiment insister sur cette question-là, que cette fois-ci, que le détourneur, que nous ayons au moins, parce que souvent on est informé du détournement, on est informé de problèmes, mais on n'est pas informé de la solution. Alors pourquoi on nous informe alors? Il faut plutôt ne pas nous informer, parce que quand vous nous informez et vous ne nous dites pas la suite, ça devient un peu compliqué. Parce que le procès a toujours un caractère public. Le procès a un caractère public, mais pourquoi est-ce qu'on nous informe le départ, pas la fin? Aujourd'hui, je sais que dossier forage, il y a 2 personnes qui sont en détention. Moi, je suis ça de près, j'attends écouter un peu le verdict. Et je sais qu'au niveau du Sénat, il y a eu des détournements, mais j'attends aussi la suite, comme vous, parce que je suis Congolais après tout. Et je suis Congolais, j'ai besoin de voir mon pays avancer. Je ne peux pas accepter qu'une personne puisse détourner des millions de peuples congolais, et puis il est là en train d'évacuer librement à ses occupations, pendant que nous sommes en train de peiner même pour payer le transport, même pour se déplacer, alors que lui, il s'enrichit, lui et sa famille. Je ne sais pas si au Congo, on dit toujours le bien mal à qui ne profite jamais. Apparemment, cet adage au Congo ne tient pas. J'ai comme l'impression que cet adage-là, au Congo, ça ne tient pas. Vous n'avez pas constaté ça? Ah bon, c'est certainement une évidence. Le bien mal à qui ne profite jamais. Je ne sais pas qui avait dit ça. Et puis, à un moment donné, au Congo, c'est comme si les gens qui volent vivent même avec mieux beaucoup d'aisance. que les autres. C'est comme si ça ne tient pas au Congo. Hein. Bon, je ne sais pas. Bon. C'est à vous de voir. On va vérifier un peu dans les jours à venir. Ah, vous pensez, parce que vous parlez même, quand on parlait de la réduction des trains de vie des institutions, ce Sénat, cette institution budgétivore parmi les institutions qui coûtent cher à l'État congolais, n'est-ce pas pour le moment, pour les gouvernements, les présidents de la République, de prendre aussi une décision certainement salvatrice de dissoudre les Sénats, question de permettre de canaliser cet argent et puis de guider ça dans d'autres projets. Vous savez, auparavant, j'étais en train de débattre sur la réduction du train de vie des institutions. Mais lorsque vous prenez le budget en question, vous vérifiez la question sur le train de vie des institutions, vous vérifiez comment est-ce que les institutions reçoivent comme budget pour le fonctionnement, vous allez constater que même, et ce n'est pas aussi beaucoup que cela comme on a failli nous faire croire. Mais du moins, ce qui dérange les institutions, le budget de l'État, ce n'est pas le train de vie, mais c'est plutôt les détournements. Parce que dans chaque ministère, on amène des projets bidons, des projets avec surfacturation, des projets qu'ils savent qu'ils ne vont pas le réaliser, et ils sont en train de faire sortir l'argent de la caisse de l'État. Lorsque vous regardez maintenant, vous parcourez le budget, vous constatez que non, ce n'est pas le salaire qui diminue le budget, mais c'est plutôt le projet de ce budget qui réduit le projet de ce ministère qui réduit le budget dans son ensemble. Imaginons un peu, réfléchissons même à la maison, je demande que nous puissions réfléchir. Quelqu'un qui vous amène un projet, par exemple, de 300 forages, un forage à 300 000 $. Vous pouvez comparer ça avec le budget de quelle institution? Même l'Assemblée nationale dans son ensemble, le salaire des députés, si nous mettons, par exemple, d'après les informations de notre position, c'est dans environ 5 000 à 6 000 $.
5 000 à 6 000 dollars, si vous multipliez ça fois 100, 6 000 fois 100, ça vous fait déjà 600 000. Et vous multipliez 600 000 fois 500 personnes, ça peut vous faire de 3 milliards, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui vous détourne 300 000 dollars fois 300 forages, et ça vous donne combien? Là, c'est pour un projet seulement, un projet. Maintenant, associer tout le projet de chaque ministère, de 52 ministères que nous avons dans notre pays. Donner seulement un projet pour chaque ministère de ce genre-là. Et voilà comment les budgets de l'État sont en train d'être réduits, sont en train d'être amoindris. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, il faut lutter contre ce genre de projets, contre ce genre de surfacturation inutile. Si nous faisons cela, nous allons réduire les dépenses et nous allons orienter les dépenses vers les besoins nécessaires pour la population. Sinon, ça sera difficile. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un suivi bien approprié aux différents projets afin de constater s'il y a tentative de détournement ou pas? Moi, je dis que l'actuel ministre des Finances essaie un peu de réfléchir au-delà. Parce que moi, j'ai eu mon temps pour lire le contrat sur le forage. Parce qu'apparemment, on présente un projet et puis ça s'arrête là, on sort directement de l'argent sans pour autant qu'il y ait un suivi. C'est pour ça que je dis, je pense aux exemples de forage. Parce qu'il y a des documents qui circulent sur le net. Je le dis au conditionnel parce que je ne sais pas si c'est réellement ça le document approprié. C'était bien mentionné que le financement des forages et l'emprunt, ça sera fait par la société et l'État va payer à la fin. Et dans chaque trimestre, il fallait qu'il y ait de contrôle, de vérification et livraison après chaque mois, je crois, chaque trimestre. Et le gouvernement devait envoyer les gens pour des enquêtes. C'est ce qui était prévu. Le problème de notre pays, ce n'est pas le texte. Le texte peut être là, mais les gens dépensent quand même. Ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un qui vient avec un projet, il dépose et puis on lui paye, mais il ne respecte rien de ce qu'il a déposé. C'est ce qui est étonnant en fait. Moi, c'est ce que moi je trouve un peu compliqué. Tu viens avec un projet établi, avec un contrat, vous signez avec la République. Dans le contrat, il y a des dispositions bien reprises et des dispositions à respecter, mais vous prenez quand même l'argent et vous ne faites rien. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le contrôle. Le service de contrôle, le contrôle est déjà prévu dans le contrat. Mais c'est seulement le gens ne respectent pas ce qui est prévu dans le contrat. Et celui qui dépense, le ministre du budget qui va entrer cette fois-ci, et quand même une équipe pour vérifier le prix aussi des choses. C'est vrai, l'État est un bon payeur, entre guillemets, mais il ne faut pas en demander de trop. Lorsque vous demandez, par exemple, 300 000 $ pour un forage, c'est quand même au-delà de surfacturation. Là, ce n'est plus de surfacturation, c'est carrément du pillage des deniers publics. On peut surfacturer en mettant, si c'est 5 000 $, vous mettez même 7 000, on peut dire qu'il y a surfacturation. Mais quand vous mettez quelque chose de 5 000, vous mettez ça à 300 000, ça, ce n'est pas du surfacturation, ça, c'est du pillage. Donc, vous êtes en train de piller l'État. Et ce qui est étonnant, après le pillage, fallait quand même que vous ayez quand même faire le travail. Et vous n'avez pas fait le travail, et vous êtes parti, et puis vous dites que vous avez la fièvre, il faut aller se faire soigner. Quand vous étiez à l'opposition, vous irez se faire soigner à l'Europe. Et vous pensez que, apparemment, vous êtes... mais c'est étonnant, parce que quand vous étiez à l'opposition, vous partiez se faire soigner en Europe. Ou quand vous étiez là, vous partiez se faire soigner en Europe. Et ces personnes, vous pensez que ces personnes qu'on envoie pour vérification font partie aussi de ces mains noires? Vous savez, la corruption ou les détournements dans notre pays, c'est devenu un système où il y a des gens se sont organisés, se sont alignés. Hein. C'est-à-dire que dans le dossier, on sait que au dossier, Tolia. C'est-à-dire qu'il y a un bureau, non, il y a biso. Tu signes pas, ça passe. Tu vas là-bas, tu signes pas, ça passe. Tu vas là-bas, ça signe. Donc, ce qu'il faut faire, que le président, ministre d'État, ministre de la Justice, puisse au moins arrêter la chaîne là, du début jusqu'à la fin, qu'on arrête tout le monde. Nos autorités ne sont donc pas dignes de confiance, maître. La confiance n'exclut pas le contrôle. À chaque fois que je vous fais confiance jusqu'à la limite où je n'ai pas un élément contre vous. Donc, la confiance, c'est la présomption, en fait. Le jour où j'aurai un élément contre vous, et vous perdez la confiance. Vous perdez cette présomption-là. Et aujourd'hui, le détournement est devenu quelque chose que, je ne sais pas, les Congolais, je ne sais pas, ils sont accrochés à cela. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui avaient détourné avant, qui sont là en train de circuler dans la ville sans qu'ils soient enquêtés. Alors, cette fois-ci,
avec le gouvernement actuel, qu'on essaie en mode d'arrêter les gens. C'est-à-dire, qu'on vous arrête pas, on vous mette en prison. Non, non, même si on vous met en prison, la prison, c'est l'action publique. Nous, nous voulons que quand on vous arrête, qu'on entende que vous avez restitué l'argent de la population. Les gens là des forages, qu'on entende qu'ils ont restitué l'argent. C'est ce que nous voulons entendre. Pas l'arrestation. L'arrestation, c'est rien pour nous. On va t'arrêter, tu fais 10 ans de prison. Et on va faire quoi avec tes 10 ans là? Si vous ne restituez pas l'argent de prison, on prend vos biens. On prend vos biens, on met ça à la vente publique, aux ventes aux enchères pour récupérer l'argent de la population. C'est ce que nous entendons du ministère de la Justice. C'est ce que nous entendons également de d'autres institutions d'appui à la lutte contre la corruption, comme l'IGF et comme d'autres structures. Alors, Maître Platini, pour chuter avec l'émission, ça c'est certainement ma dernière question. On va parler du nouveau gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. Au moment où on parle, ce gouvernement devrait quand même être investi au niveau du gouvernement provincial. C'est chose qui n'est pas faite jusque-là. Daniel Bumba obligé à retirer ses arrêtés par rapport à la nomination des commissaires généraux, décision du ministre de l'Intérieur. Comment analysez-vous les débuts de celui qui vient remplacer Ngobila, que beaucoup de Congolais attendaient certainement à venir dès le début pour essayer de changer la donne, mais commencer déjà avec cette ratée, s'il faut qu'on puisse la qualifier ainsi, est-ce qu'il faut continuer à accorder les bénéfices du doute à ces messieurs? Vous savez, ce n'est pas seulement lui, il y a aussi au niveau du Katanga, ils ont connu aussi la même chose. Au Katanga, je crois. Ouais, Jacques Kaboula. Jacques Kaboula Katoué. Vous savez, moi je demande toujours, avant de faire quelque chose, ok, il faut essayer un peu de réunir votre équipe. Parce que dans chaque gouvernement, on devait avoir des équipes juridiques, des équipes économiques, des équipes sur les infrastructures, des équipes. Et les équipes là sont dirigées par des conseillers principaux. Par un conseil principal chargé d'eux. Et là, les équipes, là, il faut qu'il y ait un débat. Par exemple, je prends l'équipe juridique, un débat tout autour de toutes les décisions que le gouverneur peut prendre qui est entré à la justice, qui peut faire... ça doit passer dans les critiques de cette équipe-là. On sépare même deux équipes, c'est-à-dire dans la même équipe, l'équipe qui sont pour la décision et l'équipe qui sont contre la décision. On fait des recherches pour savoir... Est-ce que la décision que notre gouverneur prendra ne sera pas attaquée? Est-ce que c'est en conformité avec la loi? Est-ce que c'est en conformité avec la Constitution? Est-ce que ça ne sera pas reproché de ça et de ça? C'est ça, en fait, ce qu'on attend des équipes gouvernementales. Mais aujourd'hui, si on fait, derrière des autorités de notre pays, il n'y a que des cousins, il n'y a que des tantes, il n'y a que des enfants d'eux. C'est comme ils tournent à Bango Pebalia. Et on ne fait pas allusion à la compétence, à l'intelligence. On prend des gens par rapport aux affinités. Voilà comment on prend des décisions qui sont des décisions annulables. Moi, je regrette beaucoup parce que s'il avait une bonne équipe juridique, on allait au moins lui dire que non, par rapport à cela, chaque ministère, chaque gouvernorat a au moins 10 personnes. Mais si vous créez des commissaires spéciaux, le problème sera que le commissaire spécial répondra devant qui? Parce que chaque membre du gouvernement peut être interpellé par l'Assemblée provinciale. Mais le commissaire spécial chargé, par exemple, de l'éducation, lorsqu'il y a une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée provinciale, le commissaire spécial va répondre devant le gouvernement, devant le Parlement provincial. Il aura quelle compétence, il aura quel pouvoir? C'est ça le problème. Là, ils n'ont pas réfléchi sur ça. Alors qu'ils devaient. Alors, lorsque le chef fait un projet, il faut le faire passer dans l'équipe juridique. Si ce projet, c'est un projet à caractère économique, il faut leur passer l'équipe économique. Infrastructure, passer l'équipe infrastructure. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, avant que le vice-gouverneur de l'époque, avec Ngobila, Gekoko, il est passé dans les quartiers, il a cassé, il a détruit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il en a fait après? Rien du tout. Prenez la route de Selemba ou prenez la route nationale numéro 1, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais quelle est la suite aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des équipes qui ont réfléchi en amont. Et deuxièmement, même sur le plan juridique, un gouverneur pouvait saisir le conseil, un gouverneur de la ville pouvait saisir la cour administrative d'appel pour que la cour administrative d'appel vous donne un avis par rapport à la décision que vous voulez prendre sur le plan administratif. Mais pourquoi on ne saisit pas? Parce que l'ordre administratif, c'est un ordre qui a deux sections. Il y a la section contentieuse et il y a la section
administrative, qui est la section consultative plutôt, j'allais même dire administrative, parce que souvent sur votre plateau, quand je fais une erreur comme ça, les gens se sautent sur moi. Mais du moins, c'est la section consultative. Dans cette section consultative, ça permet au moins au Conseil d'État de donner un avis par rapport à la décision que vous voulez prendre. Et ça va vous éviter de prendre de telles décisions. Mais lorsque vous êtes dans votre équipe, il y a des tantes, des cousins, des cousines, même des policiers. Bon, c'est compliqué, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, cet acte du gouverneur Bumba, peut-on les qualifier d'un acte qui relève de l'ignorance ou bien de la mauvaise foi? Je crois que ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas non plus de la mauvaise foi, mais c'est plutôt un acte qui a été posé par un gouverneur qui vient à peine d'être nommé, dont l'équipe qui sont derrière lui n'ont pas bien fait leur travail, que je conseille de faire. Ce n'est pas seulement lui. Il y a d'autres institutions qui sont en train de faire les mêmes choses. Parce que je suis quand même dans le droit juridique de beaucoup de choses dans ce pays. Et on est en train de faire annuler beaucoup des arrêtés dans ce pays où les jeunes les ministres sont en train de prendre, même sans tenir compte de la loi. Je ne sais pas si les équipes sont composées de qui et qui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait l'agronomie au tiers conseiller en matière juridique. C'est sérieux quand même. Sérieux. Alors, maître, en peu des mots, vous allez conclure cette émission et nous allons nous dire au revoir. Merci déjà pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Et il faut savoir aussi que nous aimons tous notre pays. C'est pour ça que nous venons pour nous donner à cet exercice. Nous voulons vraiment servir ce pays, mais nous ne voulons pas non plus servir ce pays avec de la légèreté. C'est pour ça que nous prenons notre temps d'être prêts. Et au moment opportun, nous allons démontrer à quoi nous sommes capables pour permettre à ce pays d'aller de l'avant. Et j'ai dit aussi un mot aux membres de la fondation, tenez bon, tenez bon. Je sais que je suis en train de travailler avec le père des familles. Souvent, à un moment donné, je ne leur paye même pas à la fin du mois. Mais du moins, ils ont quand même le courage là de travailler, de faire des descentes pour parler avec les gens de la fondation. Vraiment, trouver ici, devant la télé, la gratitude que j'ai pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, pour les membres du gouvernement, nous avons besoin que vous puissiez nous apporter une solution à l'est du pays. C'est très important pour nous et pour notre pays. Alors, continuons à aimer notre pays, peu importe le problème. Merci à vous, Maître Platini. Merci à Daniel Rolonlay. Merci Sarah, merci à Maître Platini. Mais également à cette grande équipe technique, James Mouka et Issa Kazaka. Merci également à vous qui nous avez suivis avec attention. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Et Aaron vous salue aussi. Nous saluons aussi Aaron.